le savez, est érigé sur la place Carnot. Et donc, effectivement, cette reconstitution va vous être offerte à l'association des Vosges napoléoniennes en costume d'époque. Mais l'association des Vosges napoléoniennes est là la seule partie prenante, puisque le doyen de la faculté de droit de Nancy, M. Gardiner, présent pour jouer le rôle du rapporteur public. C'est donc bien une coopération tout au long de cette prise du droit qui s'est mise en place. Alors, je vous prie de bien vouloir nous excuser pour les conditions matérielles un peu précaires. C'est vrai qu'on a peut-être pas autant de monde. Nous avons été obligés d'ailleurs de dire aux personnes qui attendaient encore dehors et jusqu'à l'Arquéré pratiquement que cette fois-ci nous avons fait plein des possibilités. Bon, mon rôle de chef d'établissement fait que je dois bien limiter aussi la présence. Je pense même qu'on a un peu dépassé, pour ne pas trop le dire aux pompiers. Mais en tout cas, voilà, je n'en dis pas plus loin, nous avons un peu de retard. On place maintenant à cette reconstitution. Et merci à l'association des Vosges napoléoniennes de nous offrir ce moment dans cette belle salle, qui pour eux, je pense, sera aussi absolument particulier. Merci à vous. Nous sommes désolés un petit peu du retard d'abord, parce qu'on avait dit 20h30 et on a encore une centaine de personnes débloquées qui n'ont pas pu entrer. Donc merci à tous d'être entrés dans cette belle salle pour cette reconstitution du procès du général de Gaulle qui s'est passé en 1816. Je me permets de préciser donc, que c'est les Vosges napoléoniennes, mais aussi le Busier. Le Busier étant une association de reconstitueurs historiques, et que vous allez voir ici, nous sommes tous membres de Le Busier ou des Vosges napoléoniennes, et les uniformes que vous pourrez admirer sont des uniformes de reconstitution, évidemment, qui sont le plus fidèles possible à l'époque. Alors, je vais commencer par vous présenter le général de Gaulle, parce que nous sommes à Nancy, en effet, et le général de Gaulle est probablement l'un des généraux lorrains les plus populaires, les plus connus de nos contemporains. Et pourtant, on le sait, la Lorraine ne manque pas de héros. Ce ne sont pas tant ces états de service, pourtant fort élogieux, qui lui donnent son éclat. Non, au-delà de ses grades, de ses actions au combat, Antoine Drouot avait ce supplément d'âme. Ce supplément d'âme qui, depuis 2 siècles, lui apporte une aura à nul autre pareil. Loin d'être seulement un soldat, un artilleur ou un officier appliqué et talentueux, le général, que l'on surnomme le sage de la Grande Armée, accumulait les qualités humaines. Pieux, généreux, fidèle, modeste, effacé, efficace, enfant aimant, respectueux et obéissant, le Lorrain n'avait d'ambition que pour son pays et pour son empereur. Lui-même ne demandait rien, ne souhaitait rien, ni or, ni titre, ni grade, ni reconnaissance. Ses récompenses, il les a toujours méritées, mais ne les a jamais sollicitées. Antoine Drouot est né à Nancy, le 11 janvier 1774, au foyer du boulanger Claude Drouot et de son épouse Anne Royer. La figure paternelle sera toujours un modèle pour ce fils. Élevé dans la religion chrétienne, la piété, le travail, la charité et la bonté. Sa mère lui donna les premières notions à la maison, et bientôt Antoine Drouot entra aux écoles chrétiennes, puis au collège royal de Nancy, en qualité d'élève externe boursier. Doué pour les sciences, le futur général se spécialise dans l'arithmétique et les sciences physiques. Antoine Drouot continue quand même à aider ses parents à la boutique. Il fait des livraisons en ville, tient la boutique, s'occupe de ses frères et sœurs. Sa mère voudrait en faire un prêtre. Lui préférerait entrer au monastère et aller chez les Chartreux. Hélas pour lui, la révolution a éclaté. Un de ses jeunes frères, à peine âgé de 16 ans, s'engage. Hélas, lors d'un combat, il est tué par un boulet de canon. Le jeune étudiant Antoine Drouot décide de le remplacer en se présentant au concours d'entrée à l'école d'artillerie de Châlons. Seul, à pied, Antoine Drouot effectue les 150 km qui séparent Nancy de Châlons. À son arrivée, les autres postulants se moquent de lui, de son apparence de paysan, petit, mal habillé, un bâton à la main, une besace sur l'épaule, sortant son repas du sac. Mais au moment de répondre aux questions posées par le savant Laplace, président du jury, Drouot retourne l'assistance en sa faveur. Il répond à toutes les questions avec assurance. Laplace teste le candidat et multiplie les interrogations, de plus en plus pointues, largement au-delà du programme de l'examen. Encore et toujours, le jeune Drouot donne les bonnes réponses. Laplace vient embrasser le Nancéen et le félicite publiquement. Les autres candidats l'entourent, le complimentent, le portent en triomphe. Il est placé en tête de la promotion. Le voici élève sous-lieutenant à l'école d'artillerie, l'arme savante par excellence. Et donc il va connaître son baptême du feu à la bataille d'Honchot en 1793.
Capitaine, puis chef de bataillon, Drouot aimerait bien participer activement aux campagnes. Mais sa réputation de probité, ses talents d'administrateur l'éloignent des combats. Les autorités l'envoient en effet diriger plutôt la manufacture d'armes de Maubeuge. Nommé lieutenant-colonel du 3e régiment d'artillerie à pied, il rejoint ensuite la manufacture d'armes de Charleville en qualité d'inspecteur. Enfin, en 1808, Drouot obtient le grade de major d'artillerie à pied de la garde. Un mois plus tard, il est nommé directeur du parc de l'artillerie. Plus que la promotion au grade de major, plus que l'intégration dans la garde impériale, l'arrivée sur le terrain des opérations ravit Drouot. Désormais, il va pouvoir combattre. Et qui plus est sous les yeux de Napoléon. Drouot arrive à Vienne après la bataille d'Essling. Il rejoint Napoléon sur l'île de Lobo, où les Français ont concentré leurs troupes. Le 6 juillet 1809, jour de gloire pour Drouot, il dirige la grande batterie de la Grande Armée. Une centaine de pièces sous ses ordres. L'artillerie approche de plus en plus près des rangs autrichiens. Les mitrailles à bout portant. En une journée, l'artillerie française commandée par Drouot a tiré 100 000 coups de canon et a favorisé la victoire. Drouot est vite récompensé par son grade de colonel d'artillerie à pied de la garde et par sa promotion au rang d'officier de la Légion d'honneur. Puis il est titré baron de l'Empire. Il fait la campagne de 1812 et à Moscou, il est nommé commandant de la Légion d'honneur. C'est durant d'ailleurs cette campagne de Russie que Drouot a reçu de Napoléon le qualificatif de sage de la Grande Armée. L'artilleur n'est pas simplement un bon tacticien, il est surtout un être humain, un âme propre. Plus tard, à l'Ilden, Napoléon dira « Drouot, c'est la vertu ». En 1813, Drouot reçoit une série de promotions et d'honneurs. Général de brigade, aide de camp de l'empereur, général de division, comte de l'Empire, commandant de la réserve d'artillerie de la vieille garde. La prise de Paris par les coalisés, le 30 mars 1814, a entraîné une suite de trahisons dans l'entourage de Napoléon. Abandonné, l'empereur abdique sous la pression de certains de ses maréchaux. Le général Drouot, lui, reste résolument fidèle. Il est assis aux côtés de Napoléon lors des adieux de Fontainebleau. Nommé gouverneur de l'île d'Elbe, Drouot est vraiment dans l'intimité de l'empereur. Il a 40 ans, il est encore célibataire. Sur son lieu d'exil et de repos, il peut enfin songer à convoler en juste noces. Le Lorrain noue une idylle avec Henriette Votini, qui est la fille du chambellan de Napoléon. La jeune fille aide le général à apprendre l'italien en échange. Lui, il initie la langue française. Les relations se développent. Il est bientôt question de mariage. Malgré son âge, le quadragénaire n'entend pas s'unir sans consentement parental. Il écrit à sa mère, Anne Royer, qui évidemment vit toujours à Nancy. Mais la veuve du boulanger s'inquiète. Elle ne connaît ni la jeune fille, ni la famille. Elle ne peut donc pas consentir à cette union. Et en bon fils obéissant, Drouot respecte la décision maternelle, et Drouot restera célibataire jusqu'à la fin de ses jours. Après la défaite de Waterloo et la seconde abdication, Drouot est procédé par l'ordonnance du 24 juillet 1815. L'ancien maître de camp de Napoléon se constitue prisonnier. Arrivé à Paris le 3 août 1815, Drouot se présente volontairement à la prison de l'Abbaye. Là, on refuse de l'emprisonner. Il insiste. Au bout de 10 jours, on consent enfin à l'incarcérer. Cette situation lui fera dire plus tard, je cite Drouot, « Dans ma vie, je n'ai jamais sollicité que 2 places. L'une à l'école des frères lorsque j'étais enfant, l'autre à la prison de l'Abbaye. Toutes 2 ont été refusées. » Après 1 mois de détention, le général Drouot est jugé par le Conseil de guerre. On l'accuse d'avoir trahi le roi, d'avoir attaqué la France à main armée et de s'être emparé du pouvoir avec violence. Et voici donc, pour vous, la reconstitution de ce procès, établi sur la base de documents de l'époque, avec les vrais textes des plaidoiries, des rapports et des témoignages. Le Conseil de guerre, aujourd'hui, comme en 1816, sera présidé par le lieutenant général Charles-Nicolas d'Antouard, général de brigade en 1810, comte de l'Empire, général de division, aide de camp du vice-roi d'Italie Eugène de Beauharnais. Le Conseil sera composé du lieutenant général Joseph Rogna, baron de l'Empire, général de division du génie depuis 1811, du marquis Pierre de Marcillac, colonel d'Ancien Régime qui n'a fait aucune campagne sous la Révolution et l'Empire, du lieutenant général Albert Tavienne, baron de l'Empire, général de brigade d'artillerie depuis 1805, du chef d'escadron de Pons, du capitaine de liaison de la Seine Dutuy. Le ministère public sera représenté par le procureur du roi, le capitaine Béraud Doricius, par le rapporteur, le chef de bataillon Jean-Édouard Delon, chevalier de la Légion d'honneur. Le greffe sera tenu par M. Boudin. Et enfin, le général Drouot sera défendu par maître Amédée Giraud-Delin, avocat, ancien avocat général à la Cour impériale de Paris, président du tribunal de première instance de la Seine et député de Gex durant les 100 jours. Merci à vous, bon procès, faisons un accueil au Conseil.
Veuillez vous asseoir. Je vous demanderai le silence durant ce procès. J'invite le public à ne manifester aucun signe d'approbation ou d'inapprobation. Sinon, je me verrai dans l'obligation de faire évacuer la salle. Je rappelle à tous que le général Drouot est compris dans la première liste de l'ordonnance du 24 juillet 1815 et qu'il est accusé d'avoir attaqué à main armée la France et son gouvernement légitime. Je vous rappelle également les démarches qui ont amené le général Drouot devant ce conseil de guerre. Le général Drouot, volontairement constitué prisonnier et détenu à Paris dans la prison militaire de l'Abbaye depuis les premiers jours du mois d'août 1815, avait plusieurs fois sollicité la faveur d'être jugé lorsque ce conseil de guerre fut nommé et institué le 6 avril 1813 pour terminer ce procès. Faites entrer l'accusé. Général, quels sont vos noms, prénoms, âge, lieu de naissance, domicile, grade et distinction? Je me nomme Antoine Drouot, né à Nancy, département de la Meurthe, le 11 janvier 1774. J'ai été domicilié chez mon père jusqu'à mon entrée en service, puis à Paris, lors de ma nomination comme aide de camp de Napoléon. Je suis donc lieutenant général et grand officier de la Légion d'honneur. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous êtes constitué prisonnier au lieu de profiter des avantages de votre position pour vous sauver? J'ai jugé que c'était préférable et que ça répondait aux consignes de votre banque. Parfait. Merci, Général. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Général, à quelle époque, dans quel lieu et pour quel motif avez-vous été arrêté? Je n'ai point été arrêté. Aussitôt que j'ai eu la connaissance de l'ordonnance du roi du 24 juillet dernier, je me suis soumis avec respect aux ordres de Sa Majesté. J'ai quitté Hambourg, où je me trouvais, le 1er août de cette année, le commandement de l'ex-garde pour venir me constituer prisonnier. Arrivé à Paris le 3 août du mois, j'ai appris, après les démarches réitérées, tout auprès de son Excellence le ministre de la Police Générale, auprès de Monsieur le Général Maison, gouverneur de Paris, que je pouvais me présenter à la maison d'arrêt militaire de l'Abbaye, et sur le champ, c'est-à-dire le 24 août, je me suis constitué prisonnier. Et où avez-vous logé à votre arrivée à Paris le 3 août dernier et jusqu'au 14 du 10 mois? Chez un ami, je l'ai fait connaître à son Excellence Monsieur le ministre de la Police Générale. Pouvez-vous nous dire quelles étaient vos fonctions au 1er mars 1814? J'étais aide de camp de Napoléon et aide-major de sa garde. Où vous trouviez-vous lors de l'abdication de Napoléon dans le mois d'avril de la même année? J'étais près de lui, à Fontainebleau. À cette époque, la France est rentrée sous le gouvernement de ses légitimes souverains. L'armée française, en masse et individuellement, a donné son adhésion. Elle a reconnu Sa Majesté Louis XVIII pour son légitime souverain. Elle a prêté serment d'obéissance et de fidélité. Avez-vous suivi cet exemple? En annonçant au ministre de la Guerre que je désirais suivre Napoléon à Guiltel, j'ai noté mon adhésion au gouvernement provisoire. Mais le traité du 11 avril 1814, signé par les souverains, alliés et par le gouvernement français, ayant accordé à Napoléon la souveraineté de l'île d'Elbe avec le titre d'empereur et l'autorisation de nommer 400 hommes de troupe, j'ai suivi le monarque qui m'avait toujours montré de l'attachement, qui m'avait toujours traité avec bonté, et je me suis fait un devoir de partager son sort.
N'étant plus sujet du souverain de la France, je m'étais astreint à aucun engagement envers Bruxelles et je n'ai prêté aucun serment. En remontant sur le trône, le roi avait conservé à tous les Français, et particulièrement aux militaires, les honneurs, grades et titres dont ils étaient en jouissance. N'avez-vous pas profité de cet acte de bienveillance de Sa Majesté? Passer au service du souverain de l'île d'Elbe, ne me regardant plus comme Français, je ne pouvais même profiter des bontés du roi. N'étant plus au service de la France, à compter du 11 avril 1814, j'ai cessé à cette époque d'être payé par cette licence et j'ai été effacé du tableau du corps d'artillerie auquel jusqu'alors j'avais appartenu. Où vous trouviez-vous au 1er mars 1815? Parti de l'île d'Elbe avec Napoléon, j'ai débarqué avec lui et ses troupes sur les côtes de Provence. Le 1er mars, j'étais à Golfe-Juan. Et qu'avez-vous fait du 1er au 20 mars? J'ai marché à la suite de Napoléon depuis son débarquement jusqu'à son arrivée à Paris. Quels étaient vos titres et vos fonctions? Je n'ai pas cessé de continuer de remplir les fonctions d'aide de camp et d'aide-major de la garde. Et qu'êtes-vous devenu depuis ce 20 mars jusqu'à ce jour? Jusqu'au 23 juin 1815, j'ai continué les fonctions d'aide de camp de Napoléon et de celles d'aide-major de la garde. À cette époque, après la nouvelle abdication de Napoléon, la commission de gouvernement me donna le commandement de l'ex-garde impériale. Après la capitulation du 3 juillet, j'ai suivi le mouvement de l'armée sur la Loire et j'ai conservé le commandement de l'ex-garde jusqu'au 1er août, où j'ai quitté volontairement et suis parti du quartier général de Bourges pour venir à Paris me constituer prisonnier, ainsi que je l'ai déclaré. Postérieurement au 11 avril, avant d'avoir quitté la France, depuis votre arrivée en île d'Elbe, pendant le séjour que vous y avez fait, et depuis votre débarquement en France, n'avez-vous adressé au roi ou à ses ministres aucun acte de soumission? N'avez-vous fait ni démarche, ni acte, ni demande ayant pour but votre rentrée en France pour y vivre en fidèle sujet de Louis XVIII? Ayant suivi Napoléon, ayant accepté le gouvernement de l'île d'Elbe, je me suis trouvé engagé au titre d'un souverain étranger. Je n'écris ni au roi, ni à ses ministres pour solliciter aucun avantage. Je n'ai contracté aucun engagement. Je n'ai fait aucune démarche envers qui que ce soit ayant pour objet ma rentrée et mon séjour en France. Depuis votre sortie de France et pendant votre séjour dans l'île d'Elbe, n'avez-vous pas reçu des ordres du roi ou de ses ministres annulant l'autorisation qui vous avait été donnée de passer à un service étranger et vous enjoignant de rentrer en France sur le champ dans un délai déterminé? Je n'ai jamais reçu d'ordre à ce sujet, ni du roi, ni de ses ministres. Bien. Où étiez-vous pendant le séjour de Napoléon à l'île d'Elbe? Dans cette île où j'étais gouverneur pour Napoléon. Et quelles étaient vos occupations? Les 3 quarts de mon temps étaient occupés à l'étude. Le reste du jour, je le passais à la promenade ou en compagnie de Napoléon. Et vivant dans la société intime de Napoléon, et jouissant de sa confiance, vous avez dû avoir connaissance de sa correspondance avec la France, et de ses intelligences avec les Français, ennemis du roi. Enfin, de la conspiration qui avait pour but de rappeler Napoléon et de le faire remonter sur le trône de France au détriment du légitime souverain. Je n'ai connu aucune correspondance de Napoléon avec la France. Je n'ai connu aucune conspiration pour le rétablissement de Napoléon. Les raisons suivantes me semblent préciser qu'elles n'ont pas existé. Premièrement, je vivais à l'île d'Elbe avec Napoléon. Je le voyais beaucoup, je mangeais avec lui, je l'accompagnais dans ses promenades. Il m'a quelquefois entretenu des événements politiques. Jamais il ne m'a parlé de correspondance avec la France, ni de conspiration qui aurait eu pour but son rétablissement. Je crois qu'il ne m'aurait pas caché cette conspiration si elle avait existé. Deuxièmement, Napoléon ne recevant pas les 2 millions qui lui étaient dus par le traité de 1814, il me dit qu'il se trouvait dans la nécessité de congédier une partie de sa garde.
Plusieurs villes étrangères lui ont fait des offres d'argent. Il aurait sans doute accepté ces offres s'il avait travaillé à remonter sur le trône de France. Il aurait aimé emprunter quelques centaines de mille francs plutôt que de congédier des hommes qui lui avaient montré de si grandes preuves d'attachement et qui pouvaient lui être utiles pour l'entreprise qu'il aurait alors débutée. Troisièmement, lorsque Napoléon me parla du projet de rentrer en France, je ne doutais point qu'il fût d'accord avec quelques puissances étrangères et qu'un parti nombreux ne lui eût proposé les moyens d'arriver jusqu'à Paris. La suite m'a prouvé qu'aucune puissance n'avait connu le projet de Napoléon et qu'aucune conspiration ne devait lui préparer les moyens de réussir. J'ai reçu depuis le 20 mars les visites d'un grand nombre d'hommes de tout rang, de tout grade, me croyant en un grand crédit auprès de Napoléon, me parlèrent de leur dévouement à Napoléon, des vœux qu'ils avaient faits pour son retour. Si quelqu'un avait conspiré et accéléré ce retour, certainement il s'en serait flatté à l'époque où il espérait en recevoir la récompense. Personne ne m'a parlé de conspiration dont il aurait eu connaissance ou à laquelle il aurait pris part. Ces raisons me paraissent prouver de manière évidente que Napoléon n'avait pas formé le projet de rentrer en France, qu'il n'avait connaissance d'aucune conspiration qui tendit à renverser le gouvernement du roi. Je pourrais, à ces raisons, joindre quelques autres preuves. Par exemple, jusqu'au dernier jour, Napoléon m'engagea à me marier à l'île d'Elbe. Il m'avoua que, désirant me conserver auprès de lui pour toujours, il tenait à me voir contracter dans l'île d'Elbe les liens qui m'attacheraient pour toujours à cette île. Il n'avait pas l'intention de la quitter. En admettant, ce qui est difficile à croire, que vous n'ayez pas eu connaissance des projets des conspirateurs, en admettant même, ce qui est encore plus incroyable, qu'il n'ait pas existé de conspiration, vous devez quand même avoir connu d'avance le projet de Napoléon de quitter l'île d'Elbe pour en envahir la France. 7 ou 8 jours avant son départ, donc vers le 21 ou 22 février 1815, Napoléon me dit qu'il était regretté et demandé par toute la France et que sous peu, il quitterait l'île pour se rendre aux vœux de la nation. Oui, mais Napoléon, pour avoir connaissance de ses prétendus regrets de la nation française, de ses prétendus vœux pour son retour manifestés par toute cette nation, avait donc des correspondances avec la France. Expliquez-nous la contradiction résultant de votre dernière réponse avec celle que vous avez déclarée que non seulement vous n'aviez eu connaissance d'aucune conspiration ou de simple correspondance, et même vous avez estimé que la chose n'avait pas pu avoir lieu. Napoléon recevait les journaux, il recevait des voyageurs qui étaient attirés dans cette île par curiosité, qui pouvaient lui faire des commentaires sur l'opinion de la France. Mais comme Napoléon était seul lorsqu'il les rencontrait, j'ignore quelle était la nature des rapports qui lui étaient faits. Et vous n'avez pas réfléchi sur la déloyauté de l'entreprise de Napoléon, de ses difficultés, des malheurs qu'elle allait inévitablement attirer sur la France. J'ai fait contre cette entreprise toutes les objections que ma position me permettait. J'ai fait ce qu'il était humainement possible de faire pour l'empêcher. Mes avis n'ont malheureusement pas été écoutés. Alors, puisque vous désapprouviez cette entreprise, pourquoi y avez-vous pris part et ne vous êtes-vous pas retiré? Abandonner le souverain auquel j'avais promis fidélité me paraissait une lâcheté. Pendant les jours qui ont précédé l'embarquement, j'ai été convaincu. D'un côté par le désir de m'éloigner, de l'autre par la honte d'abandonner à un moment de danger le souverain dont j'avais jusqu'alors partagé le sort. J'ai pris le parti que me dictaient l'honneur et la fidélité. Je puis facilement prouver ma constante opposition à cette entreprise. Plusieurs en ont eu personnellement connaissance, d'autres l'ont su par Napoléon dit lui-même et par divers membres de sa famille. Et puisque vous désapprouviez l'entreprise de Napoléon, même avant qu'il quitte l'île d'Elbe, et lorsque vous pouviez croire qu'il agissait en accord avec quelques puissances étrangères ou qu'il était appelé par un parti français, pourquoi avez-vous coopéré à la consommation de l'attentat contre Louis XVIII? Lorsque, débarqué sur le territoire de France, vous avez pu être à même de vous convaincre des dangers et de la déloyauté de l'entreprise. À compter du jour de mon départ de la France,
je ne pouvais plus me regarder comme citoyen français, et je devais me voir dégager des obligations que cette qualité m'aurait imposées. Le traité du 11 avril 1814 considérait Napoléon comme un souverain étranger et m'autorisait à le servir. J'avais quitté le pays sans esprit de retour pour m'établir dans un pays étranger. J'avais cessé d'être payé par la France. Je n'exerçais plus aucun droit civil et politique attaché à la qualité de Français. Bien plus, j'avais été nommé par Napoléon gouverneur de Vienne et j'en remplissais les fonctions, circonstance qui, au terme de la loi, suffisait seule pour me faire perdre la qualité de Français. J'étais donc sujet de Napoléon, reconnu souverain étranger. Et dès lors, quelle que fût mon opinion sur la nature et la suite de son entreprise, je ne pouvais me refuser de le servir. Qu'il me soit permis de le dire, plus cette entreprise était périlleuse, moins j'avais la liberté de réfléchir sur sa légitimité. Tout militaire français appréciera ma position à cet égard. Vous dites que vous vous considériez comme attaché au service d'un souverain étranger. Je vais quand même vous faire observer que ce n'est pas comme souverain étranger, comme venant faire la guerre à la France, que Napoléon s'est présenté. À peine débarqué, il a pris le titre d'empereur des Français. Il a appelé autour de lui ses adhérents, invité le peuple et l'armée à se révolter contre l'autorité légitime des Bourbons. Les actes de Napoléon à son arrivée sur le territoire français ne pouvaient me dégager des liens qui m'attachaient à lui. J'étais sujet du souverain de l'île d'Elbe. Je désapprouvais son invasion, mais je ne pouvais cesser de lui obéir et de le servir. Effectivement, dans le traité dont vous excipez dans vos précédentes réponses, Napoléon avait renoncé pour lui et ses successeurs à la couronne de France. Vous deviez donc vous considérer comme dégagé des liens et des devoirs que vous avez imposés ce traité lorsque Napoléon n'en observait pas les dispositions. Et puisque vous êtes resté avec Napoléon lorsqu'il s'est déclaré empereur des Français, et puisque vous avez coopéré au succès de l'invasion, ne doit-on pas vous considérer, ainsi que lui, comme infracteur du traité? Ne doit-on pas voir en vous, non point le sujet d'un souverain étranger, mais le complice des auteurs de l'attentat qui a bouleversé la France? Quels que soient les torts de Napoléon dans la rupture du traité, je ne puis les partager. J'ai dû exécuter les ordres, car j'étais à son service. Alors, l'article 17 du traité déjà cité autorise à la vérité Napoléon à emmener 400 hommes de troupes. Mais ces troupes n'étaient destinées qu'à sa garde, c'est-à-dire pour le mettre à l'abri d'attaques ou de vengeances particulières, et pas pour lui donner les moyens de faire la guerre ou de tenter une invasion. Le traité du 11 avril 1814 ne prescrit aucune restriction aux troupes qui accompagnent Napoléon. Ne leur défend point de sortir de l'île d'Elbe, de suivre Napoléon partout où il se rendra, de le seconder dans toutes ses entreprises. Ce traité les met sans aucune restriction à la disposition de Napoléon, de qui seul elle pouvait recevoir des ordres. Alors, vous dites que vous étiez devenu sujet d'un souverain étranger. Ne résulte-t-il pas de l'article 18 du traité que jusqu'à l'expiration d'un délai de 3 ans, et sauf exception qui sera consentie par le gouvernement français, les Français qui accompagnaient Napoléon conservaient leur qualité de Français? L'article 18 fixe un terme de 3 ans, pendant lequel les individus dont il s'agit pouvaient rentrer en France et reprendre la jouissance de leurs droits. Mais c'était seulement une faveur dont ils étaient libres d'user ou de ne point user. Mais en attendant, ils étaient obligés de remplir les devoirs de sujet envers le souverain auquel ils s'étaient attachés. Cela me paraît avoir une parfaite similitude avec ce qui se pratique à l'égard des habitants des pays qui changent de souverain par suite des traités. On stipule toujours, ainsi qu'on vient de le faire récemment, un délai pendant lequel les habitants ont l'option de rester sujets de l'ancien souverain. Mais pendant ce délai, les habitants n'obéissent point aux lois de cet ancien souverain, et ils ne sont point dispensés d'obéir à celles du nouveau souverain, jusqu'à ce que, par leur option, ils se dégagent de cette obligation. Ces délais ne peuvent jamais
être alléguée qu'en faveur des individus qui concernent et ne saura en aucun cas leur être opposée pour les rendre responsables ou refuser de le servir. Je ne pouvais donc pas être en même temps un sujet du souverain de l'île d'Elbe et le sujet de Sa Majesté le roi de France. Et j'ai dû être dispensé de mes devoirs de français jusqu'au jour où, voulant bénéficier de l'article 18, je serais rentré en France pour exercer des droits et contracter des obligations de citoyen français. Et la lettre que vous avez écrite au ministre de la Guerre, postérieurement au traité pour l'île d'Elbe, n'annonce-t-elle pas aussi que vous continuez à vous considérer comme un sujet français? Cette lettre ne renfermait aucune expression dont on puisse induire que je continuais à me considérer comme sujet français, aucun engagement que je n'eusse pas respecté de plus. À l'époque où cette lettre fut écrite, j'avais encore un commandement dans l'armée. On n'avait pas encore pourvu à mon remplacement et je devais, jusqu'à mon remplacement, me soumettre au gouvernement que la France reconnaissait. Des motifs indépendants du traité m'ont déterminé d'ailleurs à écrire cette lettre qui devenait importante et nécessaire pour la tranquillité du gouvernement français. La garde était réunie à Fontainebleau autour de Napoléon. Elle ne recevait d'autres ordres que ceux que je lui transmettais en ma qualité d'aide-major. Il était essentiel d'ôter au gouvernement l'inquiétude que pouvait lui donner un corps de troupes si nombreux, si formidable et commandé par un général qui montrait tant de dévouement à Napoléon. Cette considération m'a engagé à prévenir le ministre de la Guerre que je donnais mon adhésion au gouvernement provisoire. En même temps que je lui annonçais ma résolution de profiter de l'article du traité du 11 avril pour suivre Napoléon à l'île d'Elbe. Bon, alors en admettant un moment la supposition que vous n'eussiez pas conservé la qualité de français, comment vous êtes-vous déterminé à précipiter le pays qui a été naguère votre patrie dans un abîme de malheur qu'ouvrait pour lui l'entreprise à laquelle vous avez pris part? Pour bien apprécier les faits qui me sont imputés, je vous prie de vous mettre un moment à ma place. Napoléon assurait qu'il était rappelé en France par l'universalité des citoyens, que son retour était indispensable pour prévenir des troubles prêts à éclater. Les bruits qui couraient sur la situation de la France étaient d'emprunt d'une même et fausse couleur. La nullité de nos moyens militaires excluait toute idée d'invasion à main armée. En conscience, j'étais convaincu que, loin de contribuer au malheur du pays, je ne ferai jamais que ce que je croirais utile à sa prospérité. Persuasion que j'étais que l'honneur ne me permettait pas d'abandonner mon souverain, malgré les efforts que j'avais faits pour empêcher son entreprise. Tout s'est réuni pour me rendre accessible à une erreur dans laquelle j'avoue les circonstances de la marche de Napoléon vers Paris n'ont pu que me confirmer et qui ne s'est dissipé que dans le cours des événements postérieurs. Avez-vous signé une proclamation des troupes de la garde de Napoléon, datée de Golfe de Juan le 1er mars de la présente année? Êtes-vous le rédacteur de cette proclamation? Cette proclamation a été faite par Napoléon lui-même pendant la traversée. Il l'a fit signer aux officiers de sa garde, en fit faire des copies à la main. Il m'ordonna ensuite de la signer aussitôt que nous fûmes débarqués. Et pourquoi avez-vous signé une proclamation qui avait pour objet de soulever les troupes françaises contre le souverain légitime? Sujet de Napoléon, décidé à le suivre, parce que j'ai cru que l'honneur ne me permettait pas de l'abandonner. J'ai dû agir dans les intérêts du souverain que je servais. Je ne pouvais résister à ses ordres. Et par cette proclamation, vous ne vous reconnaissiez pas comme français? Non, je ne me reconnaissais pas comme français dans cette proclamation. Elle ne change en rien d'état politique dans lequel je m'étais trouvé jusqu'alors. Elle n'est qu'un des actes commandés par le souverain que je servais. Elle ne me rétablissait pas plus dans ma qualité de français que toute autre circonstance de la marche de Napoléon vers Paris. Ce n'est pas par la signature d'une proclamation qu'on peut acquérir des droits ou s'imposer des obligations attachées à sa qualité de français. Mais alors comment avez-vous repris cette qualité de français dont vous jouissez maintenant? Par les événements.
Avant que Napoléon ait été replacé de fait à la tête du gouvernement, je n'ai agi qu'en l'accompagnant et en le suivant comme sujet d'un souverain étranger. Lorsque Napoléon est redevenu de fait le chef du gouvernement de France, toutes les clauses qui m'avaient fait renoncer à ma qualité de Français ont cessé. Leur effet a cessé de même et je suis revenu français. D'autant plus naturellement que j'étais encore dans les dates prescrites par le traité du 11 avril 1814. Alors, vous avez annoncé que vous n'êtes redevenu français que parce que Napoléon a été replacé de fait à la tête du gouvernement français. Mais à la seconde abdication, vous étiez remis dans la position où vous étiez à l'époque de son départ pour l'île d'Elbe, et à celle où vous vous trouviez le 1er mars de la présente année. Alors pourquoi êtes-vous resté en France et n'avez-vous pas suivi Napoléon? Les circonstances n'étaient plus les mêmes. Libre des devoirs que je m'étais imposés par la suite du traité du 11 avril, plusieurs motifs m'ont déterminé à ne pas demander à suivre Napoléon après sa seconde abdication. Un des principaux, et qui prouve que je n'ai jamais eu pour but que le bien de la France, est que la commission du gouvernement m'avait donné le commandement de toute la garde, que j'ai regardé comme un devoir sacré, et je suis resté au poste qui m'était assigné. Et j'ai la consolation d'avoir rendu des services importants dans des circonstances difficiles. On va expliquer-vous sur la nature de ces services. J'ai conservé la plus sévère discipline dans la garde dont le commandement m'était confié. Je lui ai inspiré des sentiments qui seuls pouvaient sauver la France en ralliant l'armée au roi. Après avoir contribué, plus qu'on ne le pense, au salut de la capitale, j'ai fait sentir à cette brave garde la nécessité de se soumettre franchement au roi. Je lui ai donné l'exemple de la soumission en prenant le premier, la cocarde blanche, et en signant l'acte de soumission à Sa Majesté. Avez-vous eu connaissance de l'ordonnance du roi en date du 6 mars de la présente année? J'ai connu cette ordonnance le 12 mars lorsque j'étais à Lyon. Et pourquoi n'avez-vous pas obtempéré à cette ordonnance? J'étais sujet de Napoléon. Je ne pouvais pas prendre un parti différent de celui qui l'adopterait lui-même. Quels que fussent mes dangers particuliers, je ne pouvais pas abandonner mon souverain. Je devais au contraire lui montrer autant de fidélité que j'avais montré de l'éloignement pour son entreprise. Je vous ouvre mon cœur sans déguisement et sans chercher à profiter des avantages que me présentent les circonstances où l'ordonnance du 6 mars fut publiée. Cette ordonnance accorderait une amnistie aux troupes de Napoléon qui pourraient leur soumission en roi sous 8 jours après la publication de l'ordonnance, ou plutôt, pour mieux dire, 8 jours après en avoir eu connaissance. Mais 8 jours après le 12 mars, où j'ai eu connaissance de l'ordonnance royale, Napoléon était à Paris, et on n'aurait trouvé aucune autorité fidèle au roi qui voulut recevoir la soumission de ceux qui se seraient conformés aux ordres de Sa Majesté. Quelles ont été vos fonctions et quelle a été votre conduite depuis le 20 mars jusqu'à la seconde abdication de Napoléon? Depuis le 20 mars jusqu'à la seconde abdication de Napoléon, j'ai conservé ma place d'aide de camp de Napoléon et celle d'aide-major de la garde. Je n'ai reçu ni grade, ni décoration. Napoléon savait que je ne voulais ni honneur, ni richesse, et que j'aspirais, après le moment où je pourrais rentrer dans l'obscurité, et consacrer mon temps à l'étude et à la retraite. Monsieur le Général, je vous présente une proclamation insérée dans le Moniteur du 21 mars de l'année dernière, portant la date de Golfe-Juan, 1er du 10 mois, et qui, faite au nom des généraux, officiers, soldats de l'ex-garde, est adressée à l'armée et paraît avoir été revêtue de votre signature. Reconnaissez-vous cette proclamation et voulez-vous signer paraphé en marge de cet imprimé, ainsi que nous avons déjà fait avec le greffier? La proclamation que vous me présentez n'est point celle que j'ai signée. Cette dernière, non seulement ne renfermait pas les personnalités qui se trouvent insérées dans celle du Moniteur, mais il y en a encore d'autres altérations et d'autres additions qui ne me permettent pas de la reconnaître. Cette proclamation n'étant donc pas la copie de celle où j'ai apposé ma signature, je ne crois pas devoir la parapher comme vous m'y invitez. Puisque vous ne reconnaissez pas la proclamation insérée dans le Moniteur que nous venons de vous présenter, pour
pour être la copie exacte de celle signée par vous. Nous vous invitons à nous représenter une copie manuscrite ou imprimée de cette dernière. Napoléon, qui avait fait cette proclamation, ne l'a jamais laissée entre nos mains. Je n'ai jamais eu de copie et je n'en ai même eu la lecture qu'une seule fois. Bon, bah, puisque vous ne pouvez pas écrire cette proclamation, pourriez-vous nous dire dans quel sens elle était rédigée? Elle avait pour objet, je me rappelle, d'engager les troupes à passer sous les drapeaux de Napoléon. Là, nous vous présentons une lettre adressée à M. le général Comte Dupont, ministre de la Guerre. La dite lettre signée Comte Drouot, datée de Fontainebleau le 18 avril 1814 et commençant par ces mots: la reconnaissance et mon attachement pour l'empereur, et finissant par ceci, d'agréer mon adhésion au nouveau gouvernement. Alors reconnaissez-vous cette lettre pour être de vous et avoir été envoyée à sa date à son Excellence le ministre de la Guerre. En foi de cette reconnaissance, voulez-vous me signer la parfait ainsi que nous l'avons fait avec le greffier? Je reconnais cette lettre pour l'avoir appréciée dans son temps, son excellence. Et dans cette lettre, vous annoncez qu'éloigné de votre patrie, vous ne cesserez de former des vœux pour son bonheur et qu'elle vous trouvera toujours prêt à venir vous ranger parmi ses défenseurs, comme vous êtes donc toujours considéré comme français. Dans aucune circonstance, l'amour du pays que je suis né de cet état dans mon cœur. Ce sentiment est né avec moi et mourra avec moi. Quoique je fusse engagé au service d'un souverain étranger, je n'ai pas pour cela cessé d'aimer mon ancienne patrie et de faire des vœux pour elle. Sans doute, si la France avait eu des ennemis à combattre, j'aurais prié mon souverain de me permettre de quitter l'île d'Elbe pour quelques années, de prendre rang parmi les soldats français, de verser à nouveau mon sang pour la France. Mais ces vœux, que j'honore d'avoir toujours fait, ne me constituaient point citoyen français et ne me dispensaient point de mes devoirs envers le souverain que je servais, jusqu'au moment où celui-ci m'aurait dégagé des serments qui me liaient à lui. Vous avez touché, depuis l'invasion de Napoléon, la solde de lieutenant général pour le temps de votre séjour à l'île d'Elbe. Vous avez donc continué à vous regarder comme étant au service de la France, puisque vous êtes fait payer par elle. Je n'ai point été payé par la France pour mon séjour à l'île d'Elbe. Depuis le retour de Napoléon, j'ai réclamé les appointements arriérés qui m'étaient dus par la France antérieurement au traité du 11 avril 1814. J'ai touché ces arriérés pour janvier, février, mars et les 10 premiers jours d'avril 1814. Vous remarquerez qu'en réclamant ma solde jusqu'au 10 avril inclus, je me considérais comme ayant appartenu à un autre souverain à compter du 11 avril. Et à quelle époque ai-je donné cette preuve éclatante? Eh bien, j'ai renoncé à mes appointements du mois d'avril et ce qui a suivi à l'île d'Elbe après mon retour en France avec Napoléon. Je vous fais observer, néanmoins, que par une décision du ministre de la Guerre, prise après un arrêté de la commission du gouvernement provisoire, les appointements de lieutenant général vous ont été accordés pour le temps que vous avez passé à l'île d'Elbe. La commission du gouvernement provisoire a pris, il est vrai, à la fin du mois de juin dernier, la décision qui m'accordait, sur les fonds du Trésor, les appointements de lieutenant général pendant tout mon séjour à l'île d'Elbe. J'ignore qui a provoqué cette décision. Et je n'en ai pas profité et je n'ai pas pu devoir toucher des appointements qui ne m'étaient pas dus. Cette décision prouve de manière évidente que j'avais cessé d'être considéré comme général français depuis mon retour de l'île d'Elbe, puisqu'il a fallu une décision spéciale du gouvernement pour autoriser mon paiement à compter de cette époque. Non, en ne profitant pas du bienfait de cette décision, j'ai prouvé que j'avais cessé de me considérer comme lieutenant général français à compter du 11 avril 1814. Mais vous avez déclaré qu'à l'époque de votre départ pour l'île d'Elbe, vous aviez cessé d'être considéré comme français et que c'est alors
et pour ce motif que vous avez cessé d'être porté sur le tableau du corps royal d'artillerie. Bien. Je dois vous faire observer que son Excellence le ministre de la Guerre m'a fait connaître que vous avez cessé d'être porté sur le tableau à dater du mois de janvier 1813 et que vous avez été nommé aide-de-camp de Napoléon. On m'avait dit dans les bureaux du ministère que j'avais été passé du tableau de l'artillerie qu'à l'époque de mon départ pour l'île d'Elbe. N'ayant aucun intérêt à m'assurer de la véritable époque de ma radiation, je n'ai point cherché à vérifier. Avez-vous signé une adresse faite au nom de l'armée à la soi-disant Chambre des députés dans les derniers jours du mois de juin dernier, ayant pour but d'empêcher le retour du souverain légitime? J'ai refusé de signer cette adresse. Ce refus connu a décidé un grand nombre d'officiers de faire de même. Et bien depuis que vous avez quitté la France pour l'Israël, que vous prétendez n'avoir agi que comme sujet d'un souverain étranger et d'avoir ainsi renoncé à la qualité de citoyen français. Mais alors, pourquoi et comment avez-vous accepté la qualité de pair de France dans la chambre créée par Napoléon, et pourquoi avez-vous siégé dans cette chambre? Jusqu'à la deuxième application de Napoléon au mois de juin dernier, j'ai toujours été son sujet et j'ai dû en cette qualité obéir à ses ordres et j'ai pu accepter des emplois qu'il me confiait. Monsieur le Général, vous êtes traduit devant le premier conseil permanent de la première division militaire, prévenu des délits spécifiés dans l'article 1er de l'ordonnance de Sa Majesté du 24 juillet dernier. Avez-vous d'autres moyens justificatifs à donner que ceux déjà insérés dans vos précédents interrogatoires? Non, monsieur. Avez-vous été traduit devant d'autres tribunaux? Jamais. Avez-vous fait choix d'un défenseur? J'ai fait le choix de monsieur Giraud Delin. Bon bien. Général, vous pouvez vous asseoir. Nous allons maintenant appeler les témoins. Alors on va faire une petite exception, on va faire une petite parenthèse dans ce procès. On va être là non pas sur ce qui s'est passé en 1816. Le parenthèse, c'est simplement que lors du Conseil de guerre de 1816 qui a jugé le général de Gaulle, 3 des 4 témoins ne sont pas venus. 2 étaient malades, le 3e était éloigné de Paris. Il n'y a en fait qu'un seul témoin qui est venu, c'est le maréchal Macdonald. Mais pour être plus vivant, pour bien vous expliquer ce qui s'est passé, on va en faire venir les 4, ce soir, pardon, on va faire venir les 4 témoins. Il faut quand même avoir en tête que les 3 premiers témoins que vous allez entendre n'ont pas été appelés par le général de Gaulle, ni d'ailleurs par le rapporteur de ce procès. Ils ont simplement appris par les journaux que le général devait être mis en jugement et qu'ils sont venus volontairement pour demander à être entendus. Donc on peut passer à l'audition des témoins. Faites entrer le premier témoin. Joseph-Marie Adolphe Lacour, ex-commissaire des guerres employé à l'île d'Elbe. Nous vous écoutons. Je me nomme Joseph-Marie Adolphe Lacour, ancien commissaire des guerres du royaume de l'île d'Elbe entre 1814 et 1815, c'est-à-dire employé d'intendance. C'est en ma qualité de compagnon d'exil de M. le général Comte que je me présente devant cette cour de justice, après avoir longtemps hésité sur ma présence, me ralliant finalement à son exemple en qualité de fidèle de l'empereur Napoléon. Aussi, j'avais préparé ma déposition par écrit. Voici ma déposition. Le 26 février dernier, à 8h du soir, je rencontrai M. le lieutenant général Dumont sur les quais de Porto Ferraio. Je l'abordai et me plaignis de ce qu'on m'a abandonné dans l'île au lieu de m'appeler à faire partie d'une expédition qui présentait sans doute des dangers, ce que je désirais, quel que fût le but. Le général, en me serrant la main, avec affection, me répondit « Mon cher Lacour, ce que vous regardez comme une preuve de méfiance en est une de l'intérêt que vous m'inspirez.
ainsi que votre famille. Je suis persuadé que nous faisons une grande faute en quittant l'île d'Elbe. Et si nous m'avez cru, nous y serions restés. Le général Drouot m'a rappelé ce propos en juillet dernier à Aix-d'Auguillon, près de Bourges, et ajouta « Si on m'avait cru, alors que de malheur on eût évité. » J'ajoute encore que parlant à Paris, en octobre dernier, de tous les mots qui avaient suivi ce malheureux départ de l'île d'Elbe, avec M. le baron Pérusse, ce dernier me dit « Si l'on avait écouté les sages conseils du général Drouot, tout cela ne serait pas arrivé, car il s'opposa toujours à ce départ. Je le tiens de la bouche même de Napoléon. » Voilà. Merci. Le Conseil vous remercie. Vous pouvez disposer, rester dans la salle si vous le désirez. Témoin suivant. Jeanne Perrard, épouse du sieur Deschamps, fourrier du palais de Napoléon. Merci madame. Le Conseil vous remercie. Vous pouvez disposer, rester dans la salle si vous le désirez. Témoin suivant. Monsieur Pérusse, rentier à Paris, payeur à l'île d'Elbe. Excusez-moi, monsieur Pérusse, je voulais préciser receveur et payeur à l'île d'Elbe. Voilà un peu plus fort, monsieur. Le 25 février, veille de l'embarquement, vers les 4 heures du soir, Napoléon m'ayant laissé entrevoir son projet de départ, je me rendis chez monsieur le général Drouot, que j'ai trouvé très sombre. Je lui ai demandé ce qui se passait, et il me répondit « Vous savez, il est question de départ. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour en détourner l'empereur, mais il n'a pas eu égard à mes observations. Le 27 du même mois, vers 5 heures du soir, Napoléon se trouvant sur le derrière du navire, avec plusieurs officiers, je lui ai entendu dire, après plusieurs questions qui lui étaient faites sur son entreprise, je sais bien que si j'avais voulu croire le sage, en montrant le général Drouot, qui était allé sur le pont, je ne serais pas parti. Mais il y avait encore plus de danger à rester à Porto Ferragnano. Merci, monsieur Pérusse. Vous pouvez disposer. Nous allons entendre le dernier témoin. Faites entrer le maréchal MacDonald, duc de Tarente.
maréchal, nous vous écoutons. Lorsque j'arrive à Bourges pour prendre le commandement de l'armée de la Loire, j'appris que le général Drouot, ayant été frappé par l'ordonnance du 24 juillet 1815, avait quitté celui de la garde pour se constituer volontairement prisonnier. J'appris aussi que cette garde, pleine de confiance en son commandant, s'était abandonnée à la sagesse de ses conseils et à sa direction, au moment très critique de la capitulation du 3 juillet 1815, et que cet exemple salutaire, ayant entraîné l'armée, Paris fut préservé des événements désastreux dont elle était menacée. La garde ayant été conduite au-delà de la Loire, le général Drouot, par ses conseils et sa fermeté, l'a maintenue dans la plus sévère des disciplines et l'a ralliée et franchement soumise à l'obéissance du roi. Le général a par aussi les têtes exaltées. Il en a écarté de dangereuses qui auraient pu égarer cette garde, la porter à des excès dont les conséquences eussent été incalculables et terribles pour la France. Une si heureuse influence, si utilement appliquée à cette garde pour la cause du roi et de la patrie, a décidé l'armée à la soumission. Cette conduite a ainsi préservé cette partie de la France de l'invasion étrangère, des malheurs, et sauvé l'armée de ses propres erreurs. Je dois déclarer ici hautement devant ce tribunal que grâce à cette conduite donnée aux esprits par les chefs et l'exemple donné par le général Drouot, qui dut la résignation de l'armée à subir le licenciement général que j'avais été chargé d'opérer et que j'ai effectué avec tact. Le général Drouot est généralement connu et estimé. Que je suis ici dispensé de faire valoir ses mérites militaires, je ne pourrais en parler sans blesser sa modestie. Voilà, Monsieur le Président. Je vous remercie, maréchal. Vous pouvez disposer. Maître Giroud-là, rien à rajouter? Simplement, Monsieur le Président, général Drouot souhaite réagir à ce que vient de dire le maréchal de Présidence et nous souhaitons fort qu'il puisse s'exprimer oralement. Une analogie jeunesse, on va mettre d'avis. Présent lecture, présent lecture. Je ne sais comment exprimer toute la reconnaissance que j'éprouve pour la définition de Monsieur le Maréchal, bien faire en une faveur. Tous mes vœux sont exaucés, puisque je possède l'estime du plus royal guerrier de France. Merci, maître. La parole est au chef de bataillon de Londres, rapporteur. Monsieur le Président, messieurs, chargé des fonctions du ministère public dans une cause aussi importante, j'ai été effrayé de la tâche qui m'était imposée. Mu par la ferme volonté de remplir mon devoir, j'ai cherché dans les autorités, dans les lois militaires, des exemples dans la tradition et l'usage. Je me suis surtout convaincu que mon ministère n'était pas seulement de développer et faire ressortir toutes les preuves de la culpabilité d'un accusé, mais encore de lui tendre une main secourable et de lui prêter un appui tutélaire, soit en faisant valoir les preuves de son innocence, soit les motifs qui, en atténuant la gravité du délit, peuvent faire considérer cet accusé comme plus imprudent que criminel. Ces principes qui m'ont constamment servi de guide depuis que j'exerce les fonctions dont vous nous voyez revêtus ont été d'ailleurs franchement proclamés dans l'enceinte où la justice rend ses oracles par un militaire d'un grade élevé et qui tient de si près au chef suprême de la magistrature. Je m'honorerai toute ma vie de suivre de pareils exemples. Messieurs, le lieutenant général comte Drouot est traduit devant le Conseil au terme de l'article 1er de l'ordonnance de Sa Majesté. Les délits spécifiés dans les articles sont, premièrement, d'avoir trahi le roi avant le 23 mars. Deuxièmement,
d'avoir attaqué la France à main armée. Troisièmement, de s'être emparé du pouvoir par violence. De ces trois chefs d'accusation, un seul peut s'appliquer au général Drouot. On ne saurait le considérer comme ayant trahi le roi, puisqu'il n'était pas dans ses états, qu'il n'avait prêté aucun serment de fidélité à Sa Majesté, qu'il n'avait reçu d'elle aucune faveur, aucun commandement, aucune marque de confiance. La lettre du 11 avril 1814, adressée par l'accusé au ministre de la Guerre, pourrait, au premier aspect, paraître une adhésion et l'acte d'un sujet envers son souverain, mais les explications données par l'accusé nous ont fait connaître de quelle manière il fallait interpréter cette expression. Et nous devons voir dans cette lettre que les souhaits d'un militaire quittant à regret sa patrie est disposé à réclamer, dans un moment de danger, la liberté et la permission de venir combattre pour elle et mourir, s'il le faut, en la défendant. On ne saurait non plus considérer M. le général Drouot comme s'étant emparé du pouvoir par la violence. Sur ces deux griefs, on ne trouverait même pas la matière de la plus légère prévention contre l'accusé. Il est seulement prévenu d'avoir attaqué à main armée la France et de la nuit. Ce n'est ni dans les deux ordonnances de Sa Majesté, ni dans les lois militaires, mais seulement dans les articles 75 et 87 du Code pénal ordinaire, que l'on peut trouver la définition du crime imputé à M. le général Drouot et la peine qui devrait en être le châtiment. Cherchons donc si le général est un Français qui a porté les armes contre la France, ou qui a pris part à un attentat ou à un complot dont le but était soit de détruire ou de changer le gouvernement ou l'ordre de successivité au trône, soit d'exciter les citoyens ou les habitants à s'armer contre l'autorité légitime. Napoléon, contre la foi des traités, malgré une renonciation authentique à toute domination sur les royaumes de France et d'Italie, est venu débarquer sur les côtes de Provence avec une poignée de soldats. On connaît ses propres proclamations ou celles qu'il a ordonnées, et son projet hautement annoncé de s'emparer du trône et de renverser l'auguste famille des Bourbons. Il est constant que le général Drouot a suivi Napoléon dans sa marche jusqu'à Paris, en remplissant les fonctions de son aide de camp et d'aide-major de sa garde. Le général a avoué ces faits avec une franchise entière, sans jamais recourir à une seule dénégation, ni à un seul subterfuge. Il semble alors, dès lors, que rien ne saurait soustraire le général Drouot à la rigueur des lois, si cet accusé ne prétendait que par les faits de son départ en France, de France, et de son séjour à l'île d'Elbe, il avait perdu sa qualité de Français. Qualité qu'il n'avait pas recouvrée lorsqu'il a pris part à l'invasion. Il n'a agi dans le cours de cette entreprise que comme sujet d'un souverain étranger dont il désapprouvait les projets, mais auquel il était tenu d'obéir aveuglément en tout ce qu'il lui commandait pour son service. Vous êtes donc appelés, messieurs, à prononcer non seulement sur l'existence des actions d'un accusé, mais encore sur la moralité de ces actions. Je dois avoir égard à cette double considération dans mon propos. Le traité du 11 avril 1814 avait conservé à Napoléon le titre d'empereur avec la souveraineté de l'île d'Elbe. Ce traité l'autorisait à emmener avec lui un certain nombre d'hommes. S'ensuit-il de là que ces hommes avaient perdu par ce fait seul la qualité de Français?
Dans les articles 17 et 18 du traité, dont le premier dit que ceux qui accompagneront Napoléon lui serviront de garde et dont le second fixe un délai de 3 ans pendant lequel ils pourront rentrer en France, semble ôter à ces hommes, d'ailleurs en petit nombre, le caractère d'une force destinée à une expédition militaire et leur préserver leurs droits de Français. Et alors, on pourrait conclure de ces raisons que le général Drouot était encore français à l'île d'Elbe. On pourrait encore alléguer, à la faveur de cette opinion, l'ordonnance rendue le 30 juin dernier par la commission du gouvernement provisoire pour faire payer aux généraux Bertrand et Drouot leur appointement pour tout le temps de leur séjour à l'île d'Elbe. Mais le refus de ce dernier de profiter des revenus qu'on lui avait délivrés en vertu de cet arrêté est une preuve et une conséquence de l'opinion où il demeurait d'avoir perdu les droits et la qualité de citoyen français. Je conclus en conséquence à ce que le lieutenant général Drouot soit déclaré, premièrement, non coupable d'avoir trahi le roi avant le 23 mars, non coupable d'avoir attaqué la France et le gouvernement à main armée, non coupable de s'être emparé du pouvoir par violence, les 10 délits spécifiés dans l'article 1er de l'ordonnance de Sa Majesté du 24 juillet dernier. Je vous remercie. Le Conseil vous remercie. Général Drouot, levez-vous. La parole est à vous. Messieurs, mes moyens de défense sont renfermés dans les interrogatoires que m'a fait subir monsieur le rapporteur du Conseil. J'ai fait connaître quelle part j'ai prise aux événements qui ont précédé le 20 mars et j'ai répondu à toutes les objections qui m'ont été faites. Plein de confiance dans la justice et l'impartialité de mes juges, je me bornerai à leur rappeler la conduite que j'ai tenue dans ces dernières circonstances. J'exposerai les faits avec simplicité, avec franchise. Habitué à chercher la gloire au milieu des plus grands dangers, je ne déshonorerai point par la dissimulation une vie honorable et loyale. Lorsque Napoléon abdiqua l'Empire en avril 1814, j'étais attaché à sa personne en qualité d'aide-de-camp. J'étais en outre aide-major de la garde. Napoléon m'avait attaché à lui dans sa prospérité. Il m'avait témoigné de la confiance. Je me suis fait un devoir de ne point l'abandonner dans l'adversité. Et mon attachement pour lui a augmenté avec sa mauvaise fortune. Le traité du 11 avril 1814, ayant accordé à Napoléon la souveraineté sur l'île d'Elbe, avec le titre d'empereur et l'autorisation d'emmener 400 hommes de ses troupes, j'ai profité de cette autorisation pour suivre le souverain qui m'avait comblé de bienfaits. Pour lui prouver ma fidélité et ma reconnaissance, j'ai renoncé aux avantages et aux espérances que m'offrait ma patrie. J'ai renoncé à ce que j'avais le plus cher au monde, le titre de citoyen français. Jusqu'au 20 avril 1814, j'ai conservé un commandement dans l'armée française et j'ai continué à remplir les fonctions d'aide-major de la garde. En cette qualité, j'ai reconnu le gouvernement provisoire auquel toute l'armée avait donné son adhésion. Le 20 avril, j'ai renoncé à mes fonctions et libre de tous mes devoirs envers mon pays, je l'ai quitté sans espoir de retour, décidé à consacrer le reste de mes jours au service du souverain dont je partageais le sort. En arrivant à l'île d'Elbe, Napoléon me nomma gouverneur de l'île et me chargea d'en prendre possession en son nom. Ces fonctions conférées par un souverain étranger me faisaient perdre le titre de français et m'imposaient de nouveaux devoirs, de nouvelles obligations. Je renouvelais mes serments de fidélité qui m'attachaient à Napoléon et dès lors, je me livrais tout entier à ma nouvelle patrie. Peu à peu, je cessais de correspondre avec mes anciens amis et je ne m'occupais plus de la France que pour faire des vœux pour son bonheur et sa prospérité. Pendant toute cette année, le nom du roi ne fut prononcé qu'avec respect. Des gravures, chansons, pamphlets injurieux de la famille royale ayant été rapportés dans l'île, j'en ai défendu la publication.
J'ai éloigné les colporteurs de ces pamphlets et j'ai pris des mesures pour empêcher qu'ils ne reparussent dans l'île. Les étrangers qui ont visité l'île belge se plairont à attester la vérité de ce que j'avance. Jusque vers le milieu de février 1815, je n'ai rien vu ni entendu qui pût faire soupçonner le projet de quitter l'île. Les mesures qu'avait fait prendre une proposition faite au Congrès de Vienne et le non-paiement des 2 millions stipulés par le traité du 11 avril paraissaient trouver la résolution de ne pas sortir de l'île. Du 15 au 20 février, Napoléon me dit que la France était mécontente, qu'elle regrettait et demandait son ancien souverain et qu'il était disposé à se rendre au vœu de la nation. Frappé d'étonnement, j'ai manifesté mon opposition à ce projet, mais j'étais lié à Napoléon par mes serments, et malgré mon opposition, je n'ai pu me dispenser de le suivre. Au milieu des malheurs qui désolent la France, j'ai la consolation de n'avoir point provoqué l'invasion qui lui a été si funeste, et d'avoir fait ce qu'il était humainement possible de faire pour l'empêcher. Toutes les circonstances de la marche de Napoléon vers Paris nous sont connues. Ma conduite pendant cette marche a été une conséquence nécessaire du principe qui m'avait empêché d'abandonner mon souverain et qui m'imposait l'obligation d'être fidèle au serment qui m'attachait. Par suite de ce principe, j'ai dû agir dans les intérêts de Napoléon. Je n'ai pu me refuser à signer une proclamation faite par lui et qui a été défigurée par les journaux. J'ai dû, malgré l'ordonnance royale du 6 mars, rester fidèle sous les drapeaux de Napoléon et fermer les yeux sur mes dangers particuliers pour n'être point infidèle et parjure. Il y a plus. Si ma fidélité n'avait pas été à toute épreuve, elle n'aurait pu que se fortifier dans les dangers dont j'étais menacé et par ceux qui couraient contre Napoléon. Lorsque je me reporte à cette époque malheureuse, je vois qu'il n'a point été possible de me conduire autrement que je l'ai fait. Aucune vue d'ambition ou d'intérêt ne m'a entraîné. Toutes mes actions étaient dirigées par le sentiment le plus honorable, qui est gravé profondément dans mon cœur: fidélité à mes serments, attachement à mon souverain. Depuis le 20 mars, j'ai conservé la place d'aide de camp et celle d'aide d'état-major de la garde, que j'occupais avant l'application. Je n'ai reçu ni grade ni décoration. Napoléon savait que je ne voulais ni honneur ni richesse, que tous mes vœux se bornaient à rentrer dans l'obscurité et à vivre dans la retraite. Lorsque Napoléon eut abdiqué, le 21 juin 1815, j'ai été dégagé des serments qui m'attachaient à lui. N'écoutant que mon attachement à la France, j'ai accepté le commandement de la garde qui me fut donné par la commission de gouvernement. Je suis resté au poste que la patrie m'assignait dans ces circonstances difficiles. Je me suis exposé à de grands dangers sans doute, mais j'ai beaucoup contribué à sauver Paris et à préserver une partie de la France de l'invasion des étrangers. Ce service rendu à mon pays me dédommagera de tous les malheurs qui pourraient m'arriver. Lorsque l'armée s'est repliée sur Paris, je n'ai rien négligé pour maintenir le bon ordre dans la garde. J'ai conservé la plus sévère discipline parmi les troupes que le malheur avait exaspérées et qui, dans ces temps désastreux, ont donné le plus noble exemple de résignation et de discipline. Le corps que je commandais dans la garde était fort de 16 000 hommes. Ce corps, plein de confiance en mon attachement à la patrie, s'est abandonné à mes conseils. Son bon exemple a été suivi de toute l'armée et Paris a été sauvé. Arrivé sur la Loire, j'ai rallié la garde au roi et j'ai fait sentir à cette brave garde la nécessité de se soumettre franchement à Sa Majesté. Je lui ai donné l'exemple en signant le premier acte de soumission. Depuis ce moment, le roi comptait sur ma fidélité. Dès que j'eus connaissance de l'ordonnance royale du 24 juillet 1815, je me suis soumis avec respect aux ordres de Sa Majesté. J'ai quitté le commandement de la garde le 1er août et je suis venu à Paris me constituer prisonnier de mon plein gré, plein de confiance dans la justice du roi, l'équité de mes juges et la loyauté de ma conduite. C'est sous cette protection que je suis venu volontairement m'exposer au plus grand danger. Si je suis condamné par les hommes, ils ne peuvent juger nos actions que par les apparences et par les événements,
je serai absous par mon juge le plus implacable, par ma conscience. Telle a été ma conduite dans les dernières circonstances. Je n'ai été guidé que par l'honneur et les obligations qui m'étaient imposées. Tant que la reconnaissance, la fidélité des serments, l'obéissance et l'attachement au souverain seront des vertus parmi les hommes, ma conduite sera justifiée aux yeux des gens de bien. Quelques-uns trouveront peut-être que j'ai mal apprécié la situation, que je me suis exagéré les obligations qu'elle m'imposait, mais j'ai suivi la ligne que j'ai cru tracée par l'honneur, et je serais coupable si je m'en étais écarté. Quoi que je fasse le plus grand cas de l'opinion des hommes, je tiens encore davantage au témoignage de ma conscience et plutôt mourir 1000 fois que de résister à ses impulsions. J'attends, messieurs, avec une respectueuse confiance, le jugement que vous allez prononcer. Si vous croyez que mon sang soit nécessaire pour assurer la tranquillité de la France, mes derniers moments auront encore été utiles à mon pays. Si vous n'écoutez que la voix de la justice, vous n'oublierez pas qu'à l'époque de l'invasion, j'étais sujet d'un souverain étranger et dégagé de mes devoirs envers la France, que j'étais attaché à Napoléon par les liens les plus sacrés, et que sous peine d'infamie, il ne m'était pas permis d'opter entre mes vœux et les obligations que m'imposaient les serments. Quel que soit le sort qui m'attend, j'emporterai la consolation d'avoir servi avec zèle et désintéressement, d'avoir tout fait pour le bien qui m'a été possible dans toutes les positions où la Providence m'a placé, et d'avoir toujours été ma patrie, pour laquelle je ferai des vœux jusqu'à mon dernier soupir. Merci. Merci Gérald. Vous pouvez vous asseoir. Maître Giraud Delin, vous la parole. Monsieur le Président, messieurs les membres du Conseil, pour qu'un accusé soit coupable et même qu'application de la peine déterminée par la loi, il ne suffit pas qu'il ait commis l'action caractérisée de délit par la loi, il faut encore qu'il ait commis cette action avec la volonté du crime. En effet, au terme des instructions et des décisions données à diverses époques par les ministres de la Justice et de la Guerre, l'intention du crime peut seule établir la culpabilité légale. Le crime, appliqué au général Drouot, dépend entièrement de sa qualité de Français. Il prouve qu'il n'avait plus cette qualité et qu'il croyait de bonne foi l'avoir perdue au moment où il a coopéré à l'entreprise du retour de l'Italie. Aux yeux de tout homme impartial et de tout magistrat fidèle à l'équité, il paraîtra évident que les actions du général Drouot auront de ce caractère de criminalité absolument nécessaire pour une condamnation. Rien n'établit au procès que le général Drouot ait été l'instigateur de l'attentat et qu'il y ait coopéré avec plus de zèle que les autres officiers qui avaient suivi Napoléon. Ensuite, son opposition à cette invasion insurrectionnelle et son opinion sur les résultats sont tous attestés par des témoignages qui paraissent avoir tous les caractères de la vérité. Enfin, il était fermement persuadé qu'il avait contracté dans Napoléon une obligation de suivre ce souverain étranger. Et donc, de dire à ces hommes qu'en conséquence, le devoir et l'honneur le forçaient à suivre ce souverain dans une entreprise qui lui répugnait, mais dont il avait d'autre choix que de le suivre. Sur une question pareille, celle de la perte des droits de citoyens, le militaire a pu se tromper facilement. La matière ne lui suis pas familière. Mais ne pouvons-nous pas penser qu'un homme de cœur et sensible à la gloire comme le général Drouot, de la moralité souvent douteuse, était entraîné vers le parti qui lui offrait le plus de péril, par la crainte qu'on ne l'accusât d'un lâche abandon envers le souverain qui ne pouvait plus distribuer ni d'honneur ni de richesse? Il me semble que la justice ne nous permet pas non plus de passer sous silence un fait qui vient à l'appui de la volonté de la loi. Et ce fait, c'est son empressement à se remettre entre les mains des tribunaux. Bon, votre nom. À l'époque du 1er août, à l'époque où il a eu connaissance de l'ordonnance du roi, il avait encore
pouvait se soustraire avec son dévoi, mais plein de respect pour les ordres de Sa Majesté, de confiance pour les juges qui auraient statué sur son sort, il est accouru de Bourges à Paris et a sollicité la permission de se constituer prisonnier comme un autre aurait sollicité une faveur. On ne peut regarder le général Drouot comme un audacieux scélérat qui se présente devant la justice parce qu'il croit avoir pris toutes les précautions pour lui en imposer. Non, il faut attribuer sa démarche à celle de la sécurité d'un homme dont la conscience doit n'avoir rien à se reprocher. Et si vous pensez, comme il le déclare, comme il est prouvé par la déclaration que vient d'avoir le maréchal de Tarascon, si vous pensez que l'exemple et les exhortations n'auront pas pu contribuer à faire entrer l'armée dans son devoir, si vous jetez un œil sur la vie privée, politique et militaire de ce général, et vous trouvez qu'il y a toujours eu pour devise honneur, bravoure, loyauté et franchise, si vous pensez enfin qu'il n'avait reçu aucune faveur, aucun commandement, aucune marque de confiance de Sa Majesté, alors vos cœurs seront sans doute affectés d'avoir vu ce général être un des soutiens d'une cause aussi criminelle. Sans doute, vous regretterez l'usage qu'il a fait de ses qualités et de ses talents. Mais aussi vous saurez lire dans son cœur. Et convaincu de sa bonne foi, vous le plaindrez et ne le condamnerez pas. Si nous avions le moindre doute de sens moral de monsieur le général, sans doute celui-ci serait-il dissipé par la déclaration que vient de rendre son Excellence le maréchal duc de Tarente. Quel est le tribunal, quel est le juge qui, après pareille déclaration, pourrait déclarer ce général imposteur vis-à-vis de la nation? Messieurs, la noble franchise avec laquelle vient de s'exprimer le général Drouot, permettez-moi de le dire, l'impression que ces paroles lui paraissent faire sur vos esprits pourrait me dispenser de ne rien ajouter à sa défense. Mon dévouement au général Drouot et l'amitié dont il m'honore me fait éprouver le besoin de vous soumettre encore quelques idées. Je ne vous adresserai point le panégyrique du général Drouot, parce que ça nous destinait, nous sommes blessés, et d'autre part, il me semble que sa vie entière a bien parlé à l'estime générale, le vif intérêt de tous les citoyens, de toutes les classes, de toutes les opinions, me recommande passer. Non, j'aborderai plutôt la cause dans l'état de simplicité où la mérite l'impartialité de monsieur le rapporteur. La seule question que vous avez émise à examiner est celle de savoir si le général Drouot, étant français, a attaqué en main armée la France et son gouvernement. Le général a en effet porté les armes contre le gouvernement, mais alors, il n'était pas français. Et c'est comme sujet d'un souverain étranger qu'il a participé à l'entreprise. Je puise d'abord les preuves dans le traité du 11 avril. Dans l'article 17, permet à Napoléon d'emmener avec lui 400 hommes dans l'Ubraine. Il qui, je le rappelle, lui est cédé en toute souveraineté. Cet article ne restreint point à la garde de Napoléon le service des troupes qui sont autorisées à l'accompagner. Les soldats qui le suivent sont mis à sa disposition, ne doivent recevoir que ses ordres et deviennent sujets de sa nouvelle souveraineté. À la vérité, l'article 18 autorisait
il parlait était une faveur dont il pouvait user ou ne pas user. S'ils avaient décidé de ne pas la mettre en conflit, ils étaient astreints à toutes les obligations des sujets qui, par les faits des traités, deviennent sujets de sa nouvelle souveraineté. L'article 17 du Code civil dispose, je cite, que la qualité de français se fait par l'acceptation de fonctions confiées par un souverain étranger, sans l'autorisation spéciale du souverain de France et par l'établissement en pays étranger sans espoir de retour. Le général de Gaulle se trouve dans les deux cas de cet article. Car d'une part, il avait accepté de Napoléon les fonctions de gouverneur de l'Ukraine, et d'autre part, il s'était établi dans cette île sans avoir la pensée de revenir un jour. Vous savez, il n'avait conservé aucun lien avec son ancienne patrie. Les seules relations qu'il entretenait encore avec elle étaient du fait qu'il en tenait une grande partie de son amour et par les vœux qu'il faisait toujours pour sa prospérité. Le caractère du général de Gaulle suffirait pour décrire l'accusation qui a été fournie contre lui. Il s'est souvent dévoué au service de sa patrie. Comment supposerait-on qu'il fût venu en déchirer le sein? Il a toujours tout sacrifié à la gloire et à l'honneur. Comment penser qu'il ait voulu trahir sa gloire et son honneur? Au 10 avril, la France n'avait plus besoin de lui. Il la quitte. Au mois de juin 1815, la patrie le réclame, il entend sa voix. Il la sert par une conduite qui aurait mérité le suffrage d'un juge qui aurait besoin d'être sévère. Telles sont les considérations que je voulais vous exposer pour le général de Gaulle. J'aurais pu leur donner plus de développement. Mais je m'empresse d'abandonner le sort du général à vos consciences. Alors non, messieurs. Non, vous ne trancherez pas le temps de décider. Vous rendrez à l'armée un guerrier qui l'honore, et à la France un de ses enfants les plus chers. Elle a été heureuse de retrouver, donc elle attend de nouveaux services, et surtout, dont elle pleurerait longtemps la tête. Merci, maître. Nous arrivons à la fin des débats. Monsieur le rapporteur, avez-vous quelque chose à ajouter? Pas d'autres réquisitions, monsieur le Président. Général Provost, rien à ajouter? Les débats sont clos. Le général Provost peut se retirer. Le conseil de guerre va entrer en délibération. La séance est levée pour l'instant. Veuillez vous lever.